leger. Als een van Napoleons eerste maarschalken speelde hij een cruciale rol in de Belgische campagne van 1815. Napoleon was accompanied by Michel Ney, the cooper's son, and one of Napoleon's first marshals. Durant les guerres napoléoniennes, l'artillerie occupe une place de plus en plus importante. Vous entendez d'ailleurs les Français commencer à faire le bombardement d'artillerie auquel les armées alliées répondent depuis le haut de la ligne de crête. Durant les batailles, les canons tiraient des boulets de fer d'une telle façon que le projectile touche le sol devant une formation ennemie. En ricochant, il creusait un sillon sanglant à travers les corps des hommes et des chevaux. La portée effective variait en fonction des pièces entre 700 et 1000 mètres. Les boulets représentaient un danger mortel sur plusieurs centaines de mètres. Ils ricochaient, c'est comme ça qu'ils étaient dangereux. Sauf qu'il y avait un impact des conditions météorologiques. Contrairement à aujourd'hui, où il fait une petite canicule, à l'époque, évidemment, c'était un bourbier, puisque toute la nuit qui a précédé la bataille de Waterloo, il a plu énormément. C'est la raison pour laquelle Napoléon a voulu attendre, parce qu'il voulait que la boue sèche, afin que l'artillerie française puisse se mettre en place pour que les chevaux et les hommes ne s'enfoncent pas dans ce bourbier. Le sol était mou, gorgé d'eau et boueux. Sur le champ de bataille de Waterloo, il y avait 246 pièces d'artillerie. Vous imaginez le feu, il y avait 700 au total, 537 bouches à feu qui embraseront un champ de bataille de 6 km². Tijdens Napoleontische oorlogen was artillerie cruciaal. Veldartillerie ondersteunde de infanterie en de cavalerie, terwijl belegeringsartillerie forten aanvielen. Kanonnen schoten ijzeren ballen die ricocheerden, wat eigenlijk dodelijk was tot op makkelijke honderden meters van het kanon vandaan. Op korte afstand gebruikten artilleristen een kartets, wat vergelijkbaar is met een soort van groot hagelvuur. Houwitsers dan vuurden explosieve granaten. Getrainde artilleristen konden ongeveer 1 schot per minuut afvuren. Bij aanvang had het Franse leger 246 artilleriestukken, wat superieur was aan Wellingtons 157 kanonnen. Gedurende de middag kwamen daar nog eens 134 Pruisische kanonnen bij. Uiteindelijk vuurden 537 kanonnen, dat zijn er gemiddeld 1 per 372 soldaten,
op een oppervlakte van amper 6 kilometer. De eerste schoten werden gelost om 11:30 uur. During the Napoleonic Wars, artillery was crucial. Field artillery supported infantry and cavalry, while siege artillery attacked fortresses. Cannons fired iron balls that ricocheted deadly for hundreds of meters. At close range, artillerists used canister shot, similar to large shotgun blasts. Howitzers fired explosive shells. Trained artillerists could fire about 1 shot per minute. Initially, the French army had 246 artillery pieces, outnumbering the 157 pieces of Wellington's army. Throughout the afternoon, 134 Prussian cannons joined them. At the height of the battle, 537 guns fired, averaging 1 per 372 soldiers on a 6 square kilometer battlefield. The first shots started at 11:30 a.m. Vous voyez déjà en avant du terrain que les voltigeurs, les tirailleurs français commencent à avancer et auxquels ripostent les armées alliées. Une compagnie de ces soldats d'élite, ces voltigeurs, est présente dans chaque bataillon. Ils sont recrutés parmi les personnes de plus petite taille parce qu'ils sont plus agiles, dotés d'une aptitude remarquable au tir. Au moment de l'assaut, ces combattants sont dispersés en tirailleurs. Ils sont aux avant-postes. Ils sont par binôme de soldats, ce qui les rend moins vulnérables au feu ennemi. Ils sont en première ligne, donc leurs tirs répétés irritent les adversaires, comme ferait par exemple un essaim de moustiques en plein été. Les officiers et les servants des canons sont leurs cibles favorites. Et afin de contrecarrer cette menace, les armées alliées disposent elles aussi d'unités de riflemen et autres chasseurs que vous voyez ici qui défendent les positions. Encore une fois, je le rappelle, Wellington a été très malin. Il a placé l'armée alliée sur le haut de la crête, en défensive, de telle sorte qu'il pouvait dissimuler son armée aux yeux de l'armée française. Lichte infanterie-eenheden zoals de Franse voltigeurs en de geallieerde riflemen en jagers opereerden voor de hoofdmacht in binôme voor groepjes van 2. Ze gebruikten nauwkeurig, constant vuur vanuit dekking om de vijand lastig te vallen, vooral dan officieren en kanonniers. Sommige geallieerde troepen hadden getrokken musketten die veel nauwkeuriger waren dan de standaard musketten. Light infantry units, such as the French voltigeurs and Allied riflemen or Jaegers, operated ahead of the main force. They used accurate, continuous fire from cover to harass the enemy, especially the officers and the cannoneers. Some Allied troops had rifled muskets, which were more accurate than the standard muskets. Dans l'armée de Wellington, on estime qu'un peu moins de 4000 hommes sont équipés d'une carabine, dont le célèbre modèle britannique Baker Rifle. La différence principale de cette arme par rapport au fusil utilisé par la majorité des combattants se trouve à l'intérieur du canon. La carabine possède un canon rayé, tandis que celui du fusil est complètement lisse, ce qui rend le tir beaucoup plus précis, beaucoup plus fort. En 1815, grâce à cette arme redoutable, vous pouvez tirer avec précision jusqu'à 200 mètres de distance, alors que les balles des fusils peuvent dévier de leur trajectoire initiale après une vingtaine de mètres seulement. Il faut que vous imaginiez que cette journée du 18 juin, il y avait un véritable brouillard de guerre. Il y a de la fumée partout, due aux tirs répétés de l'artillerie combinés à ceux de l'infanterie. Parce que l'explosion de la poudre noire utilisée dans les cartouches produit beaucoup plus de fumée que les munitions actuelles. In Wellingtons leger hadden bijna 4000 man een karabijn, zoals de Britse Baker Rifle.
Het belangrijkste verschil met het gewone geweer was de getrokken loop van de karabijn, die de lode kogel liet roteren voor grotere stabiliteit en nauwkeurigheid. Een karabijn was accuraat tot 200 meter, terwijl geweerballen al na 20 meter konden afwijken. Deze wapens stelden Wellingtons elite-eenheden in staat om grote schade aan te richten. In Wellington's army, nearly 4,000 men had carbines, such as the British Baker rifle. The main difference from standard muskets was the carbine's rifled barrel, which imparted spin to the lead ball for greater stability and accuracy. A carbine was accurate up to 200 meters, while musket balls could deviate after only 20 meters. These weapons allowed Wellington's elite troops to inflict heavy casualties. À la tête de ces hommes, le maréchal Ney va maintenant s'avancer et nous allons l'écouter maintenant. Yémès, allez dire à tous les bataillons de former les colonnes d'attaque. Drouot, on va avancer. En avant! Marche! Vive l'empereur! Les colonnes d'attaque s'ébranlent, les fantassins progressent l'arme au bras à travers les moissons. En dépit de leur ardeur et de leur entraînement, les troupes avancent avec difficulté à travers les hautes plantations et dans un sol qui, je vous le rappelle, est gorgé d'eau. Leur marche transforme le terrain en bourbier. Les jambes des soldats s'enfoncent parfois jusqu'aux mollets et parfois ils perdent même leurs chaussures. Sous le feu meurtrier des batteries alliées, les bataillons descendent dans le vallon, les séparent des premières lignes ennemies et remontent lentement la pente vers le sommet de la crête qui est tenue par les alliés. Om 13:30 begonnen de Franse aanvalskolommen met Vive l'Empereur moeizaam door drassige, hoge gewassen te trekken. Het terrein veranderde in een modderpoel, waarin soldaten vaak tot aan hun kuiten wegzakten. Onder hevig geallieerd vuur daalden de bataljons af in de vallei om vervolgens langzaam de helling naar de kruin op te klimmen. At 1:30 p.m., the French attack columns advanced, with Vive l'Empereur struggling through waterlogged tall crops. The ground became a quagmire, sinking soldiers to their calves. Under intense Allied fire, battalions descended into the valley, then slowly climbed the slope towards the ridge crest. Avant d'atteindre le sommet de la crête, les Français ne rencontrent qu'un seul adversaire sur leur route. Vous les voyez là au centre du champ de bataille. C'est la brigade Byland. Cette brigade était la seule parmi le dispositif de Wellington à être positionnée en terrain découvert devant la ligne de crête. Elle était composée de troupes hollando-belges qui avaient déjà été fortement affaiblies par les combats du 16 juin autour du carrefour des Quatre Bras. On peut d'ailleurs se demander pourquoi Wellington avait pensé que les Belgo-Hollandais devaient être à première vue pour les Français alors que les Britanniques se cachaient en haut de la crête. Après avoir maintenu leur position sous un bombardement terrible tel que nous
Nous en sommes les témoins maintenant. Ces troupes ne purent encaisser le choc de l'attaque principale de l'infanterie française et vont devoir entamer une retraite plus ou moins ordonnée en direction de la ligne principale de défense. Et après avoir été ralliés, une partie des troupes continueront le combat aux côtés de leurs alliés britanniques qui, comme vous le voyez, sont un peu en retrait. In het midden van het slagveld aan geallieerde zijde de brigade van Bijland, bestaande uit Nederlands-Belgische troepen. Ze was de enige geallieerde eenheid die door Wellington voor de frontlijn werd geplaatst. En ze was nochtans al verzwakt door de gevechten van 16 juni in Quatre-Bras. Op 18 juni stond ze direct blootgesteld aan het vuur van 80 Franse kanonnen en de oprukkende infanteristen. Na de zware bombardementen moesten ze zich terugtrekken. Maar een deel van de troepen zette de strijd moedig voort samen met de Britten. Byland's brigade, composed of Dutch-Belgian troops and here in the middle of the battlefield now retreating, was the only Allied unit positioned forward of Wellington's main ridgeline and was already weakened by the June 16 fighting at Quatre-Bras. On June 18, it faced direct fire from 80 French cannons. After heavy bombardment, they retreated, but some troops rejoined the British to continue the fighting. Allez voir le bataillon de Yacoub Samek et dites qu'on va faire un feu de division avec tous les bataillons. Ok. Allez vite. Ouais, demandez qui s'aligne à nous. Dites à Yann. On va faire un feu de division. Courage, courage. Le rôle des tambours est primordial dans la vie militaire. Au bivouac, il rythme la vie du soldat. Vous entendez les tambours et les fifres pour l'infanterie, ainsi que les trompettes pour la cavalerie. Ce sont de formidables outils de communication capables de passer au-dessus du fracas des combats. Les roulements et sonneries respectent un certain code qui leur permet de transmettre les ordres à l'ensemble d'une unité. La voix des officiers n'étant pas suffisamment audible malgré leurs efforts. Ces musiciens sont avant tout des hommes de troupe et sont identifiables. Mais regardez, à ce moment-là, voyez arriver sur le champ de bataille les Prussiens. Les Prussiens arrivent, vous voyez le drapeau noir et blanc des Prussiens. Dès le début de l'après-midi, Napoléon observe les mouvements d'une troupe inconnue en direction de son flanc droit. Le doute subsiste un certain temps. S'agit-il d'une nouvelle menace ou de renfort providentiel? Mais la capture d'un hussard prussien par des éclaireurs dissipera l'incertitude. Oui, l'armée de Blücher s'est reformée après sa défaite de Ligny et vient prendre part à l'affrontement final. Vous connaissez tous la légende noire de Grouchy, qu'on accuse à tort de ne pas avoir poursuivi l'armée prussienne jusqu'à Wavre. On raconte même que Grouchy a été vu à la terrasse d'une auberge en train de manger des fraises. Et il a voulu exécuter les ordres de l'empereur. Il a refusé de marcher au son du canon et de rejoindre le champ de bataille. Et pourtant, regardez, les Prussiens sont là et ils viennent répondre à la promesse que Blücher avait faite à Wellington d'apporter 30 000 hommes en renfort. Mais sur le champ de bataille de Waterloo, il y a un grave problème pour Napoléon. C'est la communication. Il n'arrive pas à avoir les informations à temps et en heure. Ondertussen, onder een luid tromgeroffel, komen de Pruisische troepen het slagveld opgestormd met hun zwart-witte vlaggen. Vroeg in de middag observeerde Napoleon onbekende troepen aan zijn rechterflank. De vangst van een Pruisische huzaar bevestigde dat Blüchers leger, hersteld na de slag bij Ligny, zich bij de strijd voegde. Napoleon moest 10.000 man onder generaal Mouton sturen om hen te vertragen.
wat het aanzienlijke troepen ontnam die voor een aanval op Wellington Centrum waren bedoeld. Ondanks deze tegenslag geloofde Napoleon nog steeds dat hij de geallieerden kon verslaan. Early in the afternoon, Napoleon observed unknown troops on his right flank. The capture of a Prussian hussar confirmed Blucher's army, reformed after the Battle of Ligny, was joining the battle. Napoleon had to dispatch 10,000 men under General Mouton to delay them, diverting significant forces intended for a second assault on Wellington Center. Despite this setback, Napoleon still believed he could defeat the Allies. Goede informatie en communicatie waren cruciaal in de Napoleontische oorlogen, voornamelijk via bereden officieren. Hoewel alle legers communicatieproblemen hadden, waren ze in de Franse campagne van 1815 prominent. Orders van de keizer kwamen vaak te laat aan en Napoleon miste actuele informatie. On assiste à un véritable mur d'acier et une pluie de plomb. Voilà comment nous pourrions résumer l'armement du fantassin Waterloo. Toutes les armes utilisent encore le frottement d'un silex contre une batterie métallique pour produire la mise à feu de la poudre. Posséder un silex de bonne qualité avant le début de la bataille était aussi important que d'avoir des cartouches. Ces cartouches étaient roulées dans du papier et contenaient une dose de poudre noire ainsi que la balle de plomb. Elle était directement prête à l'emploi pour faciliter le rechargement de l'arme. Afin de pouvoir amorcer son arme, le soldat devait déchirer la cartouche à l'aide de ses dents. Et donc une bonne dentition était primordiale pour tout fantassin. Pour l'anecdote, on raconte aujourd'hui encore que les gens qui ont les deux dents de devant écartées ont les dents du bonheur. On dit cela parce que comme ils avaient les deux dents de devant écartées, ils ne pouvaient pas déchirer la cartouche et donc ils n'étaient pas conscrits dans l'armée de Napoléon. De infanteriebewapening in Waterloo bestond uit vuursteenmusketten die lodenkogels afvuurden, geladen in papieren patronen. Een goede vuursteen was even cruciaal, bijna net zoals munitie. Soldaten moesten patronen openscheuren met hun tanden om te laden. Getrainde soldaten konden zo'n 2 à 3 schoten per minuut afvuren. Ongetrainde soldaten waren een stuk langzamer, zeker wanneer ze onder stress zijn. De effectieve schietafstand was ongeveer 50 meter, hoewel kogels verder dodelijk konden. Infanterie gebruikte voornamelijk salvovuur, zoals u nu voor u ziet, om een regen van kogels af te vuren, wat een psychologisch effect had en de vijand demoraliseerde. Infantry weaponry at Waterloo consisted of flintlock muskets firing lead balls loaded with paper cartridges. A good flint was as crucial as ammunition. Soldiers had to tear cartridges with their teeth to load. Trained soldiers could fire 2 to 3 shots per minute. Untrained ones were slower under stress. Effective range was about 50 meters, though bullets could be lethal further out. Infantry mainly used volley fire, as you see now, to unleash a rain of bullets, demoralizing the enemy. Alors que la brigade Byland se retire, vous voyez qu'il y a 2 positions qui sont en train de concentrer la bataille autour de ce qui figure la ferme. D'un côté du champ de bataille, de l'autre côté, le cimetière qui figure le cimetière de Plancenoit.
Mais vous voyez que la garde impériale, qui est l'élite de l'armée de Napoléon, la crème des combattants français, sous le commandement de Drouot, est en train de se positionner. Grâce à ces longues années de campagne, la garde impériale est devenue un véritable mythe. Elle impressionne aussi bien l'ennemi que le reste de l'armée française. Bien que présente sur tous les théâtres d'opération de l'Empire, elle participe rarement au combat. Elle n'est employée qu'en ultime recours lorsque la situation l'exige. Il faut, pour intégrer la garde, et il faut mesurer au minimum 1,80 m, avoir participé à au moins 4 campagnes de Napoléon, avoir un comportement irréprochable et faire preuve d'une fidélité totale à l'empereur en toutes circonstances. De keizerlijke garde was Napoleons eliteleger. Een mythische eenheid van de beste Franse strijders. Ze werd alleen als laatste redmiddel ingezet. De toelatingscriteria waren bijzonder streng. Je moest minimaal 1,80 meter groot zijn, minstens 4 campagnes hebben meegevochten en van onberispelijk gedrag zijn, als ook loyaal aan de keizer. Voor de campagne telde de heropgerichte garde 19.600 man, inclusief infanterie, cavalerie, genietroepen en artillerie, en was volledig toegewijd aan keizer Napoleon. The Imperial Guard was Napoleon's elite army, a mythical unit of France's finest fighters, deployed only as a last resort. Entry criteria were strict, minimum 1,80 meter, fought 4 campaigns, be of impeccable conduct, and loyal to the Emperor. For the Belgian campaign, the Reformed Guard numbered 19,600 men, including infantry, cavalry, engineers and artillery, and all completely devoted to Napoleon. Française est massive et menace le centre des positions de Wellington. Malgré cela, la discipline des troupes britanniques et les salves meurtrières vont stopper le rouleau compresseur français, mais au prix de nombreuses vies. Les Français subissent eux aussi de lourdes pertes et un flottement se fait sentir à travers leurs rangs. Ça va être le moment que va choisir Wellington pour lancer sa cavalerie lourde à l'attaque et balayer le bassin du premier corps. Mais vous voyez que la bataille maintenant se concentre autour de cette petite ferme sur laquelle les troupes britanniques le drapeau. Et les Français et les obligés français vont essayer de l'atteindre en envoyant des obus sur la ferme que tiennent les Anglais. C'est le seul moyen pour les Français de prendre possession de cette ferme. Ondertussen concentreren de gevechten zich rond het hoeventje dat u midden op het slagveld ziet, dat de Fransen wensen in te nemen. Want de massale Franse infanterieaanval bedreigde Wellington's centrum. Maar de discipline van de Britse troepen en dodelijke salvo's stopten de aanval. Zij het met zware verliezen aan beide kanten. Wellington lanceerde op dat moment zijn zware cavalerie die de Franse infanterie van het eerste korps verraste. Ondertussen vat de hoeve ook vuur. A massive French infantry attack threatened Wellington's center, but British troops, discipline and deadly volleys halted the assault, albeit with heavy casualties on both sides.
Les Prussiens sont de plus en plus nombreux sur le champ de bataille. En lançant des offensives sur le flanc droit de l'armée française, ils menacent de lui couper son unique route de retrait. Napoléon est alors obligé d'envoyer de plus en plus de troupes pour tenter de contenir la vague prussienne. Et malgré une résistance farouche des soldats de la garde impériale, la digue est prête à céder. Et vous voyez que les Prussiens prennent la position là, autour du cimetière qui figure, enfin cette croix qui figure le cimetière de Plancenoit. De Pruisische troepen namen toe op het slagveld en vielen de Franse rechterflank aan, waardoor hun enige terugtrekkingsroute werd bedreigd. Napoleon moest aanzienlijke troepen inzetten om de Pruisische opmars te stoppen. Veel van die gevechten vinden plaats op en rond het kerkhof van Plancenoit. Ondanks felle tegenstand van de keizerlijke garde stond de linie op het punt te bezwijken. Prussian forces increased on the battlefield, attacking the French right flank, mainly in and around the cemetery of Plancenoit, and threatening their sole retreat path. Napoleon had to commit significant troops to halt the Prussian advance. Despite fierce resistance from the Imperial Guard, the line was on the verge of collapse. Est à nous! Alignez-vous! Alignez-vous! Courage, monsieur, courage! Vers 16 h, pensant que l'ennemi entame sa retraite, le maréchal Ney, que vous venez d'entendre, rassemble les brigades de cuirassiers du 4e corps de cavalerie du général Milhaud. Près de 3000 sabres se préparent à charger des positions anglaises qui sont en grande partie dissimulées par la crête. Sous pression depuis l'arrivée des Prussiens sur le champ de bataille, le maréchal lance une attaque prématurée contre un adversaire tenace dont il ne connaît pas le dispositif exact. Cette attaque à l'aveugle pourrait être perçue aujourd'hui comme du suicide. Malgré les charges répétées, sans appui d'artillerie et d'infanterie, 10 000 cavaliers vont se ruer pendant 2 heures sur les carrés britanniques qui réussissent l'exploit de subir jusqu'à 8 ou 10 assauts successifs sans rompre. C'est une erreur stratégique du maréchal Ney. Il manque d'informations, plutôt, il a une mauvaise interprétation du mouvement des troupes alliées. Il prend pour un retrait ce qui est une évacuation des blessés. Napoléon voit la bévue de Ney, prise par un élan héroïque. Autre erreur, ils n'ont pas saisi les canons alliés ni les ont rendus inutilisables en enclouant la lumière des canons. Rond 16 uur, in de veronderstelling dat de vijand zich terugtrok, leidde maarschalk Ney 3000... kurassiers in een blinde aanval op de Britse posities. Zonder artillerie of infanterieondersteuning bestormden 10.000 cavaleristen 2 uur lang de Britse carrés. Deze hielden stand tegen 8 tot 10 opeenvolgende aanvallen, wat Napoleons hoofdaanval deed mislukken. Around 4 p.m., believing the enemy was retreating,
Marshal Ney led 3,000 cuirassiers in a blind charge against the British positions. Lacking artillery or infantry support, 10,000 cavalry assaulted British squares for 2 hours. These squares held firm against 8 to 10 successive attacks, causing Napoleon's main assault to fail. Lorsque la menace d'une attaque de cavalerie se fait sentir, la seule chance de survie pour un bataillon d'infanterie déployé au terrain découvert est de se former en carré. Si le carré était exécuté à temps et constitué d'hommes disciplinés et tenaces, il était presque impossible à briser pour les cavaliers ennemis. Les troupes anglaises sont rompues à la manœuvre. Grâce à un entraînement intensif, elles parviennent à former le carré en moins d'1 minute. Au cours des guerres napoléoniennes, les cas de rupture de carré britannique furent relativement rares. Ces véritables forteresses humaines, seuls rocs capables de résister à la tempête, peuvent compter jusqu'à 4 rangées de profondeur et chaque carré faisait plusieurs centaines d'hommes. Om cavalerieaanvallen te overleven, vormde infanterie op open terreinen een carré, een groot vierkant. Een tijdig en gedisciplineerd carré, vaak 4 rijen diep, was bijna onbreekbaar. Britse troepen oefenden dit intensief en vormden carrés in minder dan 1 minuut. Binnenin waren officieren, tamboers en zelfs geïmproviseerde hospitalen. Doden werden buiten het carré geplaatst om gaten te voorkomen. Wellington zette meer dan 25 carrés in, ondersteund door 65 kanonnen en duizenden geallieerde cavaleristen, om Ney's herhaalde charges af te slaan. To survive cavalry attacks, infantry on open ground formed a square. A timely and disciplined square, often 4 ranks deep, was almost unbreakable. British troops practiced intensely, forming squares in under a minute. Inside were officers, drummers, and even makeshift hospitals. The dead were placed outside to prevent breaches. Wellington deployed over 25 squares, supported by 65 cannons and thousands of Allied cavalry to repel Ney's repeated charges. Le 18 juin, aux alentours de 19h, 9 bataillons de l'infanterie de la garde montent en ligne pour tenter de briser la résistance anglaise, déjà lourdement éprouvée par les charges de la cavalerie française. Mais c'est la dernière réserve de Napoléon, son ultime espoir. Les fantassins s'avancent vers le plateau de Mont-Saint-Jean. Le maréchal Ney est descendu de cheval et marche à la tête de cette cohorte magnifique. Coiffé du bonnet à poil,
Leur silhouette semble gigantesque. Ces soldats d'élite impressionnent tant par leur tenue que par leur réputation et leur discipline. Ils progressent à travers le champ de bataille comme s'ils défilaient sur les boulevards parisiens. Face à la ténacité des troupes de Wellington et leur puissance de feu, ils ne parviendront pourtant pas à emporter la décision. Et le recul de la garde impériale sonnera le glas de l'armée française et le début de sa déroute. Rond 19 uur op 18 juni vielen 9 infanteriebataljons van de keizerlijke garde aan. Napoleons laatste hoop om de Britse weerstand te breken. Onder leiding van maarschalk Ney marcheerden deze elitesoldaten indrukwekkend naar Mont-Saint-Jean, de heuvel. Ondanks hun reputatie en discipline slaagden ze er niet in de beslissende slag te leveren tegen de standvastige troepen van Wellington. De terugtocht van de keizerlijke garde markeerde het begin van de Franse nederlaag. Around 7 p.m. on June 18, 9 Imperial Guard infantry battalions attacked Napoleon's last hope to break British resistance. Led by Marshal Ney, these elite soldiers marched impressively towards Mont-Saint-Jean. Despite their reputation and discipline, they failed to deliver a decisive blow against Wellington's steadfast troops. The Imperial Guard's retreat signaled the beginning of the French army's rout. Je ne résiste pas à vous donner l'origine d'un certain nombre d'expressions qui ont toujours cours en français. L'expression « un vieux de la vieille », par exemple, elle fait référence à la garde impériale de Napoléon. Ce corps d'élite est divisé en 3 entités à partir de 1812. La jeune garde, composée des meilleurs soldats parmi les conscrits, la moyenne garde, puis la vieille garde, les grognards, souvent vétérans des guerres de la Révolution et fidèles de l'empereur depuis 1804. Un vieux de la vieille désigne ainsi quelqu'un de particulièrement expérimenté, à qui on ne la raconte pas. À l'inverse, quelqu'un qui débute, eh bien à l'époque on lui donnait un uniforme bleu. Et depuis, être un bleu est une expression courante qui désigne une personne expérimentée. Il est une autre expression populaire qui vient de cette période. Aller au casse-pipe ou casser sa pipe. L'utilisation de cette expression d'origine militaire est attestée depuis la fin du XVIIIe siècle. Les soldats des guerres napoléoniennes étaient de grands amateurs de tabac, mais les cigarettes n'existaient pas encore. Ceux-ci consommaient principalement le tabac grâce à une pipe qui était réalisée en terre cuite. Mais au cours de ces combats meurtriers, lorsque le soldat est blessé ou lorsqu'il meurt, eh bien le fragile ustensile se brise le plus souvent. Donc aller au casse-pipe, c'est ainsi charger vers une mort certaine. Cette expression fut largement popularisée dans les tranchées de la Grande Guerre en 1914 ensuite. We hebben ook een aantal uitdrukkingen overgehouden aan de Napoleontische tijdperken en veldslagen. Zo kent men vandaag nog in de Franse taal un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille verwijst naar de ervaren soldaten uit Napoleons oude garde, de vieille garde. En betekent dus vandaag nog steeds iemand met zeer veel ervaring. Un vieux de la vieille is an expression still used today in French, originating from the Napoleonic era, and it refers to Napoleon's experienced old guard. Today it signifies, if someone is un vieux de la vieille, that he is highly experienced. In tegenstelling heb je een bleu zijn of een blauwtje zijn. Komt van de Franse revolutionaire recruten die destijds blauwe uniformen droegen. En in tegenstelling tot un vieux de la vieille betekent het hier dat je onervaren bent. On the contrary of the vieux de la vieille,
There's an expression that still exists today, it's to be a blue. It originated from French revolutionary recruits wearing blue uniforms today. It means to be inexperienced. En uiteraard, er vallen ook veel slachtoffers op een slagveld. Vandaar komt ook de uitdrukking Aleo casse-pipe of casser la pipe, de dood tegemoet gaan. Dit is een 18e eeuwse militaire uitdrukking. Soldaten hun kleie pijpen braken vaak wanneer ze verwond of overleden. De uitdrukking is populair geworden, vooral nog populariteit gewonnen in de Eerste Wereldoorlog. Aleo casse-pipe means to go to a certain death, and it's an 18th century military expression that's still used today. It's originating from the clay pipes breaking when soldiers were wounded or killed. It gained popularity in World War I trenches. Vous allez voir maintenant une dernière charge héroïque, celle de la garde impériale qui va tenter de reprendre aux Prussiens ce qui figure ici à gauche du champ de bataille, le cimetière de Plancenoit, tenu par les Prussiens. De keizerlijke garde rukt op in een poging, een verwoede poging om het kerkhof van Plancenoit terug in te nemen. The Imperial Guard approaches, tries to regain the cemetery at Plancenoit. J'en profite pour vous donner une autre expression populaire. Passer l'arme à gauche, qui veut dire mourir évidemment. C'est une expression qui viendrait des guerres napoléoniennes aussi. Vous avez remarqué que pour recharger le fusil, il fallait passer l'arme de la droite vers la gauche. Et à ce moment-là, les soldats sont en position de faiblesse et deviennent des cibles privilégiées. Et ainsi, passer l'arme à gauche est devenu une expression qui veut dire mourir, tout simplement.
pression est de plus en plus forte sur l'armée française. Et vous voyez le reflux petit à petit vers le vallon. Il y a le reflux de l'armée française, la cavalerie, les fantassins, l'artillerie. Seule la garde essaye de garder encore les dernières positions. Vous connaissez tous le mot de Cambronne, évidemment. Mais c'est une légende. Mais la garde meurt mais ne se rend pas, aurait-il dit. En fait, c'est une légende. Il ne l'a jamais dit. En tout cas, il a prétendu jusqu'à la fin de sa vie qu'il ne l'avait jamais dit. Alors qu'il aurait pu s'en glorifier s'il l'avait vraiment dit. Un autre mot de Cambronne, vous le connaissez, ce que je n'ose dire ici au micro, et qu'on appelle le mot de Cambronne qui commence par un M et qui finit par un E, il a toujours prétendu qu'il ne l'avait jamais prononcé. Et pourtant, quand on veut l'utiliser, on dit toujours bien le mot de Cambronne. Et maintenant, vous allez voir la déroute de l'empereur. Napoléon va quitter le champ de bataille au pied de la butte. Vous allez le voir sur son cheval. Vous pourrez tout à l'heure applaudir Napoléon qui fera un tour d'honneur. Et j'en profite pour le saluer parce que Marc Schneider tire sa révérence aujourd'hui. Après 20 ans de bons et loyaux services comme reconstitueur de Napoléon, il va vraiment quitter le champ de bataille, mais il aura été un Napoléon exceptionnel. Nous pourrons le saluer tout à l'heure lorsqu'il fera un tour d'honneur. Pour l'heure, il va partir en déroute. Pour l'anecdote, vous savez, quand Napoléon a quitté le champ de bataille, il l'a quitté. Voilà, vous le voyez, il est en train de partir sur son cheval blanc. Mais lorsqu'il est parti, évidemment, on avait préparé les calèches de l'empereur avec de l'or et les pillards se sont emparés de tout ce qu'il y avait dans la voiture de l'empereur le 18 juin 1815. Napoleon verlaat ondertussen ook stilaan het slagveld. De druk wordt te groot op alle troepen. Enkel de keizerlijke garde houdt nog wat stand in wat een laatste carré zal worden. Victor Hugo schreef trouwens in zijn stuk Les Misérables dat generaal Cambronne, commandant van het laatste carré van die oude garde, die zich moest overgeven aan de geallieerden, een scheldwoord beginnende met M zou geantwoord hebben aan een Britse generaal. Een andere legende schrijft hem de woorden toe: de garde sterft, maar geeft zich niet over. Cambronne heeft beide altijd ontkend en dat tot aan zijn dood. Hij was bovendien gewond en ondertussen al gevangen genomen voordat hij deze woorden ook maar zou hebben kunnen uitspreken. Het is dus een pure legende. Victor Hugo wrote in Les Misérables that General Cambronne, commanding the Old Guard's last square, when asked to surrender, replied, a certain M-word to a British general. Another legend attributes to him the words, the guard dies but does not surrender. Cambronne denied both of those statements until his death, and he was wounded and captured before he could have even uttered them. It is all but a legend.
Les soldats grillent leur dernière cartouche. Comme je vous l'ai dit, la bataille de Waterloo a débuté vers 11h30 le 18 juin 1815. Et les combats se sont terminés aux alentours de 22h. Le bilan humain est lourd, même s'il est difficile de donner un chiffre précis des pertes. On estime que 12 000 hommes ont été tués et 35 000 autres blessés. Les cadavres et les blessés tirent sur le champ de bataille durant plusieurs jours et sont la proie des pillards. Face à l'ampleur du carnage, les services de santé sont débordés. Durant les combats, les Alliés avaient établi un poste de secours à la ferme de Mont-Saint-Jean, où on donne les premiers soins. Les blessés sont ensuite répartis à travers d'autres hôpitaux situés dans les grandes villes les plus proches, Bruxelles, Louvain, Namur. La population civile et les communautés religieuses ont largement contribué à sauver un grand nombre de vies. Avec environ 45 000 morts et blessés, la bataille de Waterloo n'est cependant pas la plus meurtrière de toutes les guerres napoléoniennes. Elle figure à la 3e place de ce sinistre palmarès, derrière la bataille de Leipzig avec 110 000 morts et blessés et celle de Borodino avec 90 000 pertes. À ceux qui se posent la question des raisons de la déroute de Napoléon, il y a évidemment l'intelligence de Wellington qui avait choisi ce champ de bataille et qui tenait la ligne de crête derrière laquelle il pouvait dissimuler les troupes alliées. Il y a ensuite les erreurs des cartes topographiques de Napoléon. Il y a enfin les erreurs stratégiques du maréchal Ney. Et puis aussi, il y a l'état de santé de Napoléon qui était soigné avec du laudanum et qui, dit-on, n'avait pas à la fois les problèmes de communication et était en fragilité psychologique. De slag bij Waterloo van ongeveer 11:30 tot 22 eiste een zware tol. Naar schatting vielen 12.000 doden en 35.000 gewonden. Lichamen en gewonden bleven dagenlang op het slagveld liggen. Slachtoffer van plunderaars. Medische diensten waren overweldigd. Gewonden werden vanuit een noodpost in Mont-Saint-Jean verspreid over ziekenhuizen in nabije steden. Ondanks de gruwelijkheden was Waterloo met 45.000 slachtoffers niet de bloedigste slag van de Napoleontische oorlogen. Leipzig met zijn 110.000 en Borodino met 90.000 slachtoffers waren een stuk dodelijker. The Battle of Waterloo, lasting from approximately 11:30 a.m. to 10 p.m., exacted a heavy toll. An estimated 12,000 killed and 35,000 wounded. Bodies and wounded lay on the battlefield for days, vulnerable to looters. Medical services were overwhelmed. Casualties were dispersed from a Mont-Saint-Jean aid station to hospitals in nearby cities. Despite the carnage, Waterloo, with 45,000 casualties, was not the deadliest battle of the Napoleonic Wars. Leipzig, with 110,000, and Borodino, with 90,000, were more lethal.
Dans quelques instants, vous allez pouvoir applaudir les différents protagonistes pour un tour d'honneur. J'en profite pour vous rappeler que c'est la dernière prestation de Mark Schneider qui incarne Napoléon depuis 20 ans, depuis 2005, le franco-américain. Et nous allons le saluer avec beaucoup de chaleur. Et bravo aux prestations aussi du maréchal Blücher, c'est sa première, ainsi qu'au duc de Wellington et au prince d'Orange. Merci surtout aux 2500 reconstitueurs qui ont vraiment animé cette reconstitution historique.